merci d'être venu. Donc moi je m'appelle Nicolas Perrier, je suis consultant innovation spécialisé sur les sujets des technologies immersives depuis 2015 environ. J'ai pu travailler sur des projets extrêmement différents et moi ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que je vois depuis à peu près un an, tous les nouveaux usages qui commencent à émerger dans ces sujets de monde virtuel grâce à l'émergence des IA génératives qui deviennent aujourd'hui beaucoup plus qualitatives que ce que ça pouvait être il y a de ça quelques années. Très rapidement, une présentation de l'innovation par Inetum. Inetum, c'est une grande ESN à la base française, aujourd'hui très internationale, présente dans 26 pays, etc. On est 27 000 collaborateurs et 150 personnes dédiées sur la partie innovation, principalement sur des sujets qui sont liés à la réalité virtuelle et également sur des sujets d'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si jamais vous voulez un peu plus de présentation, on pourra en discuter par la suite. Les objectifs, c'est vous faire découvrir des pistes d'usage des IA génératives que l'on peut avoir dans ces mondes virtuels et également qu'on puisse échanger sur les impacts potentiels que ça peut avoir sur vos secteurs d'activité. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des sujets qui ne sont pas clairs, si jamais vous voulez rebondir parce que ça vous parle, vous avez eu une expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que moi j'aime bien quand on a des présentations qui sont plus interactives plutôt qu'un truc un petit peu trop scolaire. Donc au programme, une rapide introduction sur les IA génératives. Après, on parlera de quelques cas d'usage d'applications sur les mondes virtuels. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme cas d'usage concret qui peut vous être bénéfique. Donc je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur le sujet comme ChatGPT, etc. Parce que je pense que vous avez pu déjà expérimenter l'utilisation de ces technologies d'IA générative et la révolution d'usage que c'est en train d'entraîner. Moi, ce que je voudrais partager avec vous sur ce sujet, c'est ce qu'on expérimente en interne chez Inetum. En gros, on a une sorte d'équivalent un peu de ChatGPT pour des usages internes dans lequel on a une confidentialité des données qui est respectée, dans lequel on a la possibilité de pouvoir l'entraîner sur des données internes qui ne vont pas aller se balader sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas ou quoi que ce soit. Et je ne sais pas vous, quel est votre ressenti, expérience sur ces sujets, mais je suis toujours bluffé par la qualité de ce que c'est capable de sortir. Typiquement, on a pu l'entraîner par exemple sur un set de data de réponses d'appels d'offres sur les 5 dernières années sur certains sujets. Et quand je lui pose une question, que je lui dis « Est-ce que tu peux me rédiger quelque chose qui soit pertinent par rapport à tel cas d'usage, par rapport à telle situation, par rapport à tel client, par rapport à telle demande ?» Je suis bluffé de la pertinence à chaque fois des réponses où il y a assez peu de modifications à faire. Donc ça, c'est sur le sujet purement IA générative. Je trouve que les progrès qui ont pu être faits en 2 ans sont vraiment incroyables. Et je pense qu'on n'imaginait pas la baffe qu'on allait se prendre aujourd'hui. Et je pense qu'on n'imagine pas la baffe qu'on va se prendre dans les 10 ans à venir. Au-delà de ça, au-delà de bien entendu de ChatGPT, il y a toutes les autres entreprises qui soit émergent, soit travaillaient déjà sur ces sujets, qui prennent de plus en plus de place. Parce qu'on a beaucoup parlé, ChatGPT a véritablement défrayé la chronique sur ce sujet en mettant en place quelque chose qui soit accessible à tout le monde et facile à utiliser. Mais il y a aussi beaucoup plus d'entreprises qui sont utilisables soit pour des entreprises un peu plus technologiques, un petit peu comme Inetum, sur lesquelles on peut modifier des modèles existants pour pouvoir les utiliser par rapport à certains usages, soit aussi qui sont très portés sur l'open source. Ça, c'est un sujet que je pense qui est assez important aussi, c'est ce côté ouverture, puisqu'on est sur des sujets qui sont stratégiques. Et si on ne sait pas exactement comment l'IA fonctionne, ni comment elle va être utilisée par la suite, ni comment les données sont stockées, etc., parfois ça peut être un petit peu problématique. En ce qui concerne l'application pour les mondes virtuels, il y a tout ce qui va être la génération de contenu 360 degrés, tout ce qui va être la création de textures, la création de ce qu'on appelle les sky maps, c'est-à-dire le paysage qui peut nous entourer, la création de vidéos. Il y a cette vidéo qui a beaucoup fait le buzz. Ah, je ne savais pas qu'il y avait le son. Je vais couper le son. Il y a cette vidéo qui a beaucoup fait le buzz où en gros on arrive à schématiser rapidement un environnement 3D que l'on aimerait avoir et on demande à une IA un style particulier et en quelques secondes elle arrive à nous générer une image à 360 extrêmement pertinente et ça c'était il y a 5 mois. Je pense qu'aujourd'hui c'est encore mieux.
ça avance à une vitesse qui est vraiment incroyable. Ça, typiquement, c'est des sujets qu'on explore chez nous, chez Inetum, sur le côté éducation. Parce que de plus en plus, on nous pose des questions sur la problématique de comment on peut créer du contenu facilement, de manière rapide, et sans que ça coûte un bras, avec une armée d'infographistes ou de graphistes tout court. Et ce côté, arriver à générer des images à 360 hyper qualitatives pour immerger des personnes dans un environnement, c'est des demandes de plus en plus importantes dans le domaine de l'éducation. Également dans le domaine de la formation, mais là en général on nous demande plutôt des environnements qui sont un petit peu plus sur mesure pour les besoins de nos clients. En ce qui concerne encore justement le côté captation d'environnement réel, il y a ce qu'on appelle la technologie des NERF qui a fait pas mal parler d'elle. Depuis qu'on a fait ces slides, il y a une nouvelle technologie qui est apparue, qui est encore plus rapide, qui est encore plus qualitative, qui commence aussi à défrayer la chronique. En termes de réévolution de cas d'usage, je pense qu'on est encore c'est extrêmement pertinent parce qu'une des problématiques qu'on pouvait avoir sur tout ce qui va être captation en 3D, on passait par de la photogrammétrie, ça pouvait être long, c'était des processus qui nécessitaient beaucoup de retouches, etc. Et là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et également sur tout ce qui est des sujets, ce qu'on appelle text-to-mesh. Là, c'est encore balbutiant, c'est pas encore forcément toujours extrêmement pertinent à utiliser aujourd'hui parce que les modèles 3D qui en sortent sont pas forcément très qualitatifs. Mais on arrive quand même à avoir des choses qui sont hyper prometteuses et encore une fois, ça progresse à une vitesse incroyable. Un petit peu comme les IA génératives sur la partie image, il y a de ça à peine un an, on avait des choses qui n'étaient pas encore utilisables pour de l'illustration. Maintenant, c'est à se demander si le métier d'illustrateur va avoir un avenir. En même temps, c'est incroyable au niveau technologique, c'est extrêmement passionnant, et en même temps, c'est un petit peu flippant sur le côté marché de l'emploi. Également sur les sujets de code, typiquement, ça c'est des sujets aussi que nous, on expérimente en interne sur comment on peut faire pour faciliter la création de nouveaux codes, de nouveaux plugins, l'évolution de notre plateforme ou quoi que ce soit. Et il y a de plus en plus de possibilités qui commencent à émerger où il suffit de décrire une scène pour qu'elle puisse être créée automatiquement avec des interactions afférentes à cette scène. Pour l'instant, encore une fois, c'est assez balbutiant, c'est pas encore extrêmement qualitatif, c'est encore assez peu utilisable pour des usages professionnels, mais les proof of concept qui ont démontré la faisabilité de ce genre de choses sont déjà là, ont déjà montré que c'était quelque chose qui allait clairement être l'avenir. Et on va encore une fois se poser la question de que va devenir l'avenir d'une équipe qui bosse sur des sujets XR. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autant de développeurs? Est-ce qu'on va avoir besoin d'autant de graphistes? Ou est-ce que leur métier va évoluer? Moi, je pense que leur métier va évoluer parce qu'on a aussi de plus en plus de demandes. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais je pense que il est un petit peu similaire. Ah, zut, je suis allé trop vite. J'ai tout cassé. Non, c'est bon. Tout ce qui va être la génération de personnages non-joueurs. Le fait d'avoir des personnages qui sont dans un environnement virtuel. Aujourd'hui, en général, ils avaient soit des animations qui n'étaient pas top, donc en termes d'immersion, ça cassait complètement l'immersion, justement, on n'avait pas de crédibilité d'empathie pour ces personnages. Et de plus en plus, il commence à émerger, bien entendu, la possibilité de pouvoir coupler des systèmes d'IA génératives à ces personnages pour faire en sorte qu'ils puissent avoir du répondant face à une situation. Et aussi de pouvoir se tenir dans un rôle et y rester, dans un contexte, dans un environnement, etc. Ça, c'est une vidéo. Je ne suis pas sûr que je vais passer la vidéo parce qu'elle n'est pas forcément extrêmement intéressante, mais c'est le côté, dans Skyrim, on peut avoir des personnages virtuels qui sont capables d'avoir une, compréhension de leur environnement, de l'histoire du jeu ou quoi que ce soit, et de leur rôle dans cet environnement. Ce qui est déjà d'une complexité assez incroyable. Nous, ce qu'on est en train d'expérimenter avec certains de nos clients, c'est le côté comment on fait pour avoir des personnages qui restent dans un rôle qui soit crédible, et en plus on ne le prend pas par le côté le plus facile, c'est-à-dire qu'on le fait aujourd'hui avec le CNRS dans le domaine du médical. Donc autant dire que c'est un domaine qui a un niveau d'exigence qui est très élevé, qui ne souffre pas du tout l'approximation ni la médiocrité. Mais on se dit aussi que si on arrive à faire ce genre de choses avec eux, on pourra le faire dans quasiment tous les domaines. Et c'est en termes de cas d'usage pour la formation, je pense que c'est véritablement révolutionnaire parce qu'on va avoir la possibilité d'avoir des simulateurs dans lesquels on va pouvoir se plonger avec des personnages
qui restent dans un rôle et qui sont crédibles. Et très souvent, si c'est bon, très souvent, ce qu'on a pu voir dans le domaine de la formation avec qui implique l'utilisation de personnages, on est sur des situations où c'est très limité, où les interactions qu'on peut avoir, ça va être, il y a un personnage qui vient nous parler, puis après c'est choix A, choix B, choix C. C'est pas, on va dire, c'est pas ce qui met à mal notre capacité de jugement, notre capacité d'action. C'est pas ce qui va nous mettre dans une situation de stress. C'est pas ce qui va nous mettre dans une situation avec des émotions qui peuvent être assez fortes. Et typiquement sur les usages sur lesquels on échange dans le domaine du médical, c'est vraiment, on a tout un panel de patients complètement différents qui viennent nous voir, avec parfois un enjeu d'urgence. Le côté stress, il est extrêmement important pour la formation. Si on est posé, qu'on a juste à faire choix A, choix B, choix C, on passe à côté de quelque chose dans le domaine de cette formation. Et je pense que dans le domaine industriel, il y a de plus en plus aussi de cas d'usage qui vont émerger sur le côté comment on réagit face à une situation en équipe. Parce que c'est ce qui peut arriver dans la réalité, et c'est ce qui est le plus difficile à reproduire, je pense, dans un contexte réel. Les cas d'usage, bon, j'ai commencé un petit peu à en parler, etc. Sur tout ce qui va être numérisation en 3D, soit du patrimoine culturel, soit de gestes métiers, soit la création de jumeaux numériques. On en parlait tout à l'heure avec plusieurs personnes qui sont présentes. C'est un des enjeux très importants, tout ce qui va être création de jumeaux numériques dans le domaine industriel. Avec notamment toutes les problématiques de réutilisation de ces jumeaux numériques, parce qu'aujourd'hui on avait soit une problématique, on a des fichiers qui sont plutôt issus de la CAO, du domaine de l'architecture, qui ne sont pas forcément utilisables directement dans le domaine 3D temps réel, qu'on puisse utiliser en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, et qu'on puisse quand même optimiser, mais les solutions existantes sont encore un petit peu, on va dire, bancales, et ne répondent pas à la problématique, ne répondent pas à une problématique de ce fichier-là, on peut directement l'utiliser en réalité virtuelle ou en réalité augmentée sans avoir besoin de passer par tout un système d'optimisation trop lourd. Puis bien entendu, tout ce qui va être de la formation, encore une fois, parce qu'on va pouvoir reproduire facilement des environnements en 3D et faire en sorte d'immerger les gens dans ces environnements. Je regarde juste l'heure pour être sûr que je ne vais pas ni trop vite ni trop doucement. Génération de contenu 3D 360, comme je l'ai dit, ça c'est des choses qui sont en train d'émerger, qui sont extrêmement importantes. Notamment dans le domaine de l'éducation, nous on a de plus en plus de clients dans le domaine de l'éducation, que ce soit grandes écoles, écoles d'ingé ou universités, qui ont une problématique, c'est la création de contenu, ça coûte super cher. Et en interne, ils n'ont pas forcément les moyens d'engager des personnes pour pouvoir faire de la création de contenu. Et une des problématiques qui est en train d'être réglée, c'est justement l'utilisation de ces IA pour faire en sorte de créer des contenus facilement, qui sont exactement adaptés à leurs besoins, sans avoir un budget qui soit trop extensif. Également sur tous les sujets de design thinking, collaboration. Là, on est en train de travailler avec un grand groupe automobile sur ce sujet-là, d'utilisation de notre plateforme pour faire en sorte que les environnements dans lesquels ils sont baignés puissent correspondre exactement au type de formation qu'ils veulent avoir. Également sur les sujets de CAO, j'en discutais aussi tout à l'heure. Moi, j'ai eu il n'y a pas longtemps une démonstration d'une start-up qui est spécialisée dans la génération de pièces pour de la CAO. En gros, on lui donne un modèle 3D existant, on lui dit génère-moi une pièce qui permet d'avoir tel ou tel usage, avec une pertinence dans la génération de modèles qui est assez impressionnante. Et encore une fois, on va se poser la question de comment le métier va évoluer dans la suite avec l'utilisation de ces technologies. Tout ce qui est, ce que j'expliquais tout à l'heure, génération de personnages virtuels, tout ce qui va être formation soft skills, c'est là vraiment où on va véritablement pouvoir tirer notre épingle du jeu, parce qu'aujourd'hui c'était très limité. Comme je le disais, on a une capacité émotionnelle qui n'était pas du tout là, avec ce qu'on appelle la uncanny valley, des personnages en face de soi sur lesquels on n'a absolument aucune émotion, voire même, moi j'ai déjà vu ça, des formations dans lesquelles on est censé éprouver une émotion du genre de peur, de tristesse ou quoi que ce soit, et au contraire on est mort de rire parce qu'on a un personnage qui est ridicule en face de soi. Et en fait, là, ça veut dire qu'on passe complètement à côté du but de cette formation. Et là, je pense qu'on touche du doigt quelque chose qui est extrêmement important. Tout ce qui va être agent virtuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bots, finalement, qui va pouvoir nous donner des informations, qui vont pouvoir nous guider quand on est dans un monde virtuel d'entreprise. Typiquement, nous, en interne, on a déjà commencé à déployer à petite échelle notre monde virtuel d'entreprise en interne pour pouvoir expérimenter ces sujets, parce que Teams, c'est super, mais pour certains usages, ça reste quand même extrêmement limité. Et le côté avoir un monde virtuel dans lequel on peut avoir des personnes qui sont très réparties géographiquement dans plusieurs pays,
où on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir interagir d'une manière beaucoup plus poussée que ce qu'on peut avoir dans Teams. Il y a plein de cas d'usage où ça peut avoir du sens. Tout ce qui est bien entendu mise en situation, sensibilisation aussi. Très souvent, quand on a, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un ou de se mettre dans une situation en particulier, c'est un petit peu difficile de se rendre compte de la réalité. C'est beaucoup plus simple en réalité virtuelle. Tout ce qui est santé, rééducation, etc., dont j'ai déjà parlé. Et je voulais prendre le dernier quart d'heure qui nous reste pour qu'on puisse éventuellement avoir des échanges et qu'on puisse, vous puissiez nous poser des questions ou aussi témoigner, parce que je pense que vous avez vu passer pas mal de cas d'usage sur ces sujets. Et si vous pouviez partager ça avec l'audience, ce serait très intéressant. Bonjour. Bonjour. Oui. Je pense. Est-ce qu'on est toujours dans une logique de création from scratch, c'est-à-dire pour créer par exemple ces environnements virtuels, ou est-ce qu'on est plutôt dans de l'agrégation de solutions déjà existantes dans les cas clients que vous avez rencontrés? Alors, c'est-à-dire quand on parle d'agrégation de solutions déjà existantes, est-ce que on utilise des services, généralement de génération de modèles 3D ou quoi que ce soit qui commencent à émerger? C'est ça, par exemple. Alors oui, parfois. Ça dépend en fait des cas d'usage, mais parfois oui, c'est ça. Avec certains de nos clients, on va pouvoir utiliser des services déjà existants sur lesquels on va pouvoir se greffer pour faire en sorte que leur projet puisse répondre à leurs besoins. Ou parfois on a du from scratch, où il y a un besoin qui est très spécifique. Je pense notamment sur tous des sujets qui touchent, on va dire de manière indirecte, la computer vision avec de la reconnaissance visuelle, mais dans du virtuel, où très souvent c'est sur des cas d'usage qui sont très spécifiques, et là on va avoir plus, faire du développement sur mesure par rapport aux besoins du client. Concernant l'accès aux outils d'IA, aujourd'hui on voit que ça s'est démocratisé. Dans l'entreprise, ça va encore. Il y a aussi tous les problèmes de sécurité informatique, etc. Comment est-ce que vous voyez l'accès à ce genre de service pour l'ensemble des collaborateurs et la sécurisation des données qui pourraient être transmises aux IA, etc. C'est une bonne question parce qu'on est en plein dedans ces temps-ci. En gros, là, on est en train de déployer au sein d'Inetum un parcours de formation sur les IA génératives. Parce que même si on est dans une entreprise d'informatique, au sein des 27 000 collaborateurs, c'est pas forcément tout le monde qui est acculturé sur ces sujets, qui comprend véritablement les tenants et aboutissants. Et ce qu'on a pu voir dans pas mal d'entreprises, même si on interdit l'usage de ChatGPT pour des raisons justement de confidentialité de données, etc., c'est pas forcément respecté parce que l'outil est juste incroyable et tout le monde se dit c'est pas grave, ça se verra pas, etc. Ce qui la plupart du temps est vrai. Et nous, on le prend déjà par le côté acculturation parce que comprendre de quoi on parle, comprendre quels sont les enjeux, notamment les enjeux de sécurité, je pense que c'est la base. Parce que les gens en entendent parler mais n'ont pas forcément une connaissance très importante ou suffisamment maîtrisée de ces sujets. Et ce qu'on leur a mis en place, bien entendu, c'est l'accès à un outil, comme je le disais, qui est assez similaire à ChatGPT, dans lequel ils vont pouvoir expérimenter, etc., tout en étant certains qu'il n'y aura pas de problématique de fuite de données ou quoi que ce soit. Est-ce que ça répond à la question? C'est la mise à disposition d'outils vraiment dédiés et oui. fermés. Oui, ça, je pense que c'est important, surtout sur des usages stratégiques, parce que mine de rien, on fait des... Là, je répondais sur des trucs d'appel d'offres, etc. Il y a aussi des choses stratégiques qui sont en partie rédigées par des IA. Et forcément, c'est des données qui ne doivent surtout pas se balader dans la nature. Non, et puis pour rajouter à ce que vous dites, il y a aussi un enjeu qui est très important, et le fait d'avoir une IA indépendante, fermée, permet un peu de réduire la voilure sur ça. C'est toutes ces questions de copyright, d'utilisation des données des autres, parce que, pour résumer en très très gros, la base des IA génératives, c'est de s'entraîner sur un corpus de données gigantesque, et des choses comme ChatGPT n'ont pas forcément demandé toutes les autorisations d'utilisation aux créateurs originels pour s'entraîner sur leurs données. C'est ça, ils sont en train de se prendre quelques retours de bâton sur ces sujets. Il y en a quelques-uns qui vont se prendre un gros retour de flamme sur ça dans les prochaines années. Et si des entreprises utilisent ces outils grand public, elles peuvent se retrouver en porte-à-faux par la suite. C'est une très bonne, c'est un très bon complément, Anthony. Bien entendu, vu le peu de temps qu'on avait, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les tenants et aboutissants de ces sujets, mais vous commencez à comprendre, à voir la complexité de tout ce qu'il y a derrière. Et effectivement, le sujet propriété intellectuelle est extrêmement important. Propriété, déjà, comme je le disais, sur des sujets de stratégie ou quoi que ce soit, il faut éviter à tout prix qu'ils aillent se balader n'importe où. Et aussi, on se base sur des corpus de texte
qui n'ont pas forcément effectivement un aspect propriété intellectuelle extrêmement clean, et va se poser la question pour certaines entreprises de ce qui a été créé, est-ce que c'est légal, est-ce qu'il risque d'être attaqué ou quoi que ce soit. Il y a certaines entreprises, typiquement Google ou Microsoft, qui leur a dit, qui affirment qu'ils prendront en charge les frais si jamais c'est le cas, etc. Après, qu'est-ce qu'il en sera de manière concrète si jamais ça arrive, etc. Je pense que la question sera peut-être un peu plus complexe. Question, au-delà des aspects réglementaires ou légaux relatifs au usage, quels sont, selon toi, les bloqueurs organisationnels ou fonctionnels qui sont là et qu'on va devoir surpasser pour intégrer massivement des entreprises? À grosse résistance au changement. Nous, la manière dont on essaie de le faire passer, ça va être par l'acculturation, encore une fois. Mais malgré le fait qu'on ait des outils, je trouve complètement incroyables à disposition, malgré le fait qu'on ait des formations d'acculturation assez incroyables, on n'a pas le réflexe, encore en interne, de se dire bah, j'ai ce truc à rédiger, je vais passer par une IA pour le faire. Sur des trucs un petit peu complexes, sur des trucs on va prendre beaucoup trop de temps par rapport à ce que c'est. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'avais rédigé un mail d'excuses. Tu vois, un truc hyper diplomate sur lequel tu vas passer au moins 1 heure à faire des choses très tournées d'une certaine manière, etc., avec tout un détail de pourquoi, etc. Ça m'a pris 2 minutes avec une IA. C'était incroyable. Et j'ai beaucoup de mes collègues qui me disent bah, tu peux le faire parce que moi j'ai un truc à rédiger et je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas le faire, etc. Ils n'ont pas le réflexe de se dire mais en fait tu as une IA pour le faire, qui va le faire mieux que toi et qui sûrement il faut que tu commences à t'approprier le truc et tu ne vas pas mettre 1 heure à t'approprier ce genre de choses. Je pense qu'il y a c'est pas une résistance, bien entendu, volontaire ou consciente, c'est véritablement, on n'a pas l'habitude de passer par un IA pour faire ce genre de choses. Et encore une fois, je parle de gens qui bossent dans le domaine de l'innovation, qui sont habitués à ces trucs, mais qui ne sont pas habitués eux-mêmes à se dire, bah, tiens, je vais l'utiliser pour tel ou tel cas d'usage. Et je pense que nos organisations ne sont pas du tout prêtes à l'énormité de ce que c'est en train d'entraîner en interne. Pour compléter ton point sur la question, il y a je sentais derrière, mais Vas-y, ce sera mieux. plutôt sur le secteur industrialisation et infrastructure. Un des points qui va être un des enjeux majeurs finalement de ces sujets autour de l'intégration de ces technologies-là. Vous le comprenez bien derrière, hein. L'IA, ça va être un moyen d'accéder rapidement à de l'information, à la prédigérer, à faciliter finalement cette interface homme-info. Quand je dis ça, la base de fonctionnement d'une IA, c'est d'avoir accès à des données. Et donc, c'est de l'info. Derrière la question de j'accède rapidement et je sais prédigérer sans trop de préoccupation ces informations-là, va se poser la question, non seulement de la sécurité, on en a parlé, dans quel vase clos je peux aller chercher de l'information qui n'est pas celle du voisin, celle de mon concurrent, celle que j'expose à mon concurrent ou pas. C'est ce que je veux dire, puis il y a aussi le fait de verser de l'information, c'est ça aussi qui est important. Et derrière le versement d'information, il y a également comment est-ce qu'on va s'assurer à terme que l'information ça vient de prendre et qui est digérée, elle est vraie. On le voit aujourd'hui sur tous les réseaux, ces espèces de fake news, fake info, etc. Les technologies qu'on voit aujourd'hui vont être en capacité de générer des tas d'informations sur lesquelles nous, intrinsèquement, d'ailleurs si on passe par des IA, c'est pour ne plus réfléchir à comment je accède à cette information et est-ce qu'elle est vraie. Le travers, ça va être travailler sur le référentiel de données et sur la véracité, sur le contrôle de la donnée source. Et là, il va y avoir un vrai enjeu de se dire, je mets à disposition des tags de données, avec des données qui sont certifiées, peut-être par un organisme croisé, propre à une entreprise, un contrôleur DataTech, qui vient au moins certifier que la source sur laquelle on va baser les informations va être suffisamment vraie pour être exploitée derrière en milieu industriel. Et autant en public, il peut y avoir des dérapages, mais ça peut aussi être, entre guillemets, ressenti, parce qu'on a un écosystème large, on a de l'information croisée, autant dans un milieu industriel un peu plus vaste clos, dès qu'on va commencer à mettre un biais technologique d'information fausse, elle va se diffuser à une échelle massive et potentiellement aller vers des accidents entre guillemets industriels ou des pertes stratégiques industrielles énormes. Donc là, il va y avoir un vrai enjeu sur contrôle de la data, vase clos, sécurisation, ces espèces de pots de données souverains finalement, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un groupe, à l'échelle éventuellement d'une nation. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une normalisation qui est en cours. Comme un peu on voit des problématiques d'échange de données, c'est sur la 3D des choses. On est en train de normaliser comme un petit peu les échanges. C'est un problème éthique.
c'est un petit peu ce que vous exprimez là. Enfin, on l'a vu sur des contrôles policiers, enfin, j'ai entendu ça aux États-Unis, où on avait entraîné l'IA essentiellement sur des gens avec blanche, et oui, du coup... oui, qu'il y avait des biais monstrueux, oui. Voilà, il y a des biais qui sont pris en compte. Donc ça veut dire quelque part, industriellement, il y a une prise quand même de conscience sur ces aspects de normalisation, entre guillemets, des bases de données sur lesquelles on s'appuie. Alors, je ne suis pas sûr sur la partie normalisation. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus importante. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience de plus en plus importante sur les biais. Et effectivement aussi, l'hallucination, on va dire, de certaines données qui peuvent être générées par des IA, et de s'assurer que justement, ce n'est pas une donnée qui est hallucinée, qu'elle reste dans le cadre de ce qui est attendu. Là, c'est véritablement des trucs qu'on est en train d'expérimenter, comme je le disais, avec le CNRS, sur lesquels je n'ai pas encore la réponse de comment ça va fonctionner. Mais je pense qu'effectivement, des sujets de certification, je crois que j'ai déjà vu passer des choses aux États-Unis sur le côté médical, justement, où il y a des IA qui commencent à être certifiées en disant, c'est là, on peut lui poser des questions sur certains types de sujets médicaux, pas tous. Les réponses vont être certifiées. Je ne connais pas le détail du process ou quoi que ce soit, mais en tout cas, effectivement, c'est peut-être une des pistes qui est envisagée. Ouais, je me posais une question sur la facilité ou la possibilité d'entraîner une IA sur des données industrielles confidentielles, étant donné qu'on a besoin de beaucoup d'informations a priori pour vraiment entraîner une IA. À quel point c'est possible de le faire sur des données sensibles, donc... Si, on peut le faire sur des données sensibles, faire en sorte que ça puisse tourner sur des serveurs qui sont 100% fermés, qui ne sont pas connectés à des bases d'OpenAI ou quoi que ce soit. Si, sans souci. Et il est même possible de faire ce qu'on appelle de la génération de fausses données. Ça, j'avais vu sur un des projets qu'on avait pu faire, notamment en computer vision. On avait une problématique, c'était de reconnaître des défauts sur un certain type d'emballage. Et la problématique, c'est que notre client, il n'avait pas des tonnes de photos de défauts, parce qu'ils en avaient finalement assez peu. Et du coup, on a utilisé une IA qui génère des faux emballages avec des défauts, qui soient suffisamment réalistes et crédibles, pour entraîner une IA qui va les repérer, avec un dataset suffisamment important pour être sûr qu'on a un taux de fiabilité de détection qui soit extrêmement important. Donc ça peut être soit le côté, il y a énormément d'infos, mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Soit on n'a pas assez d'infos, mais il existe aussi des solutions pour régler le problème. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, sur lesquels vous ne verriez pas l'utilisation des IA, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Des endroits sur lesquels on ne verrait pas l'IA. C'est une bonne question parce que... Alors ça, c'est une conviction personnelle aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est encore acté ou quoi que ce soit. Mais l'impression que j'ai dans le domaine industriel, c'est qu'il commence à y avoir aussi de plus en plus d'intégration de l'IA dans le domaine de la robotique. Et notamment une des visions de Tesla sur le sujet, c'est on fait des robots qui sont capables de faire des mouvements quasi humains. Et en gros, on les entraîne avec un système de computer vision pour faire en sorte que, en théorie, ces robots soient capables de faire n'importe quelle tâche effectuée par des humains. Et de l'apprendre en regardant un humain ou quoi que ce soit. On n'en est pas là. C'est des choses qui aujourd'hui sont quand même assez balbutiantes. Néanmoins, ça avance tellement vite que je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de domaines dans lesquels un humain peut être utilisé qui ne sera pas automatisable par un robot dans les années à venir. Je ne sais pas combien de temps ça prendra jusqu'à ce que ce soit fiabilisé, bien entendu. Mais même si, la vision de Tesla peut parfois être critiquable, notamment par un de ses fondateurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la personne. En ce qui concerne les avancées technologiques, notamment dans le domaine spatial ou le domaine automobile, j'ai quand même l'impression qu'elles sont concrètes, qu'elles sont là, et que le côté robotique, ce n'est pas juste des effets d'annonce, qu'il y a vraiment quelque chose de très très important derrière et potentiellement révolutionnaire. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a une prise en compte des industriels justement sur l'évolution des métiers, parce que vous parliez effectivement des illustrateurs, il y a tout un tas de métiers créatifs finalement qui pourraient, soit le créatif peut utiliser l'IA, mais soit peut se passer du créatif éventuellement. Mais industriellement, on commence déjà à se poser des questions, former un peu les gens, avoir une attention un peu sur ces sujets. On commence à avoir de plus en plus de demandes sur des sujets justement d'acculturation sur les sujets d'IA générative et aussi de XR, parce qu'en interne, très souvent chez nos clients, c'est des sujets qui ne sont pas du tout maîtrisés. Je dirais par plus de 90% des personnes en interne, parce que c'est des sujets qu'ils n'utilisent pas au quotidien ou quoi que ce soit, ou alors ils ont vu passer des trucs sur ChatGPT, ce que je disais, mais sans avoir une connaissance
suffisamment poussé pour pouvoir l'utiliser de manière professionnelle. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même assez importante de l'impact qu'on va avoir ces technologies d'une manière très rapide. Là, c'est déjà là en fait. C'est pas, ça va arriver dans 5 ans ou quoi que ce soit. C'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Si on s'y intéresse pas maintenant, on est en train de faire des plans stratégiques sur 5 ans qui vont être complètement obsolètes au bout de seulement 1 an. On va investir des sommes qui sont extrêmement importantes sans avoir pris en compte que tout l'environnement va changer, toutes les manières de travailler vont changer. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante au sein des industries. Bien entendu, et pas seulement au sein des industries, la plupart des entreprises et des organisations, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, ont toujours du mal à appréhender ces sujets, mais on ne peut pas leur jeter la première pierre. Moi, j'ai l'impression, en ayant discuté aussi avec pas mal d'experts dans le domaine IA, la révolution aussi rapide des IA génératives, ils ne l'ont pas vu venir aussi rapidement. ChatGPT, au début, tout le monde se marrait en disant « Ouais, mais regarde, tu peux lui faire dire des conneries, tu peux lui faire dire que c'est quoi les œufs de vache et il va te répondre une réponse, etc. » Et ça, c'était il y a quelques mois, ça n'a plus rien à voir déjà. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont restés sur ce cas d'usage en disant « De toute façon, l'IA, c'est de la merde. » Oui, bah c'est l'histoire des révolutions technologiques où tout le monde dit Internet. Moi, j'ai déjà vu des vidéos des années 90 où les gens avaient du mal à comprendre parce que c'était tellement éloigné de leur vie quotidienne, c'était tellement éloigné de leur cas d'usage, ils ne s'imaginaient pas faire des achats en ligne. Et c'est normal à cette époque. Maintenant, encore une fois, ça n'a plus rien à voir. Et il faut qu'il y ait une capacité de projection qui soit suffisamment importante. Et pour qu'il y ait cette capacité de projection, je pense qu'il faut qu'il y ait une compréhension du sujet qui soit suffisamment importante, d'où le volet acculturation qui est, je pense, hyper important. Pour aller dans ce sujet, moi, la question qui se pose, c'est, je fais partie d'un pôle de compétitivité qui s'appelle SIM. La problématique, on voit déjà les entreprises pour qu'elles arrivent à accepter, à intégrer déjà la robotique, la fabrication, tout un tas de sujets, on leur rajoute encore ça. Et je discutais dernièrement avec des entreprises qui me disaient, ne serait-ce que sur les technologies XR, il faudrait déjà qu'ils fassent de la 3D, quoi. Voilà, donc on a l'impression que par moment, on a de la techno qui est très haute, très loin, et puis finalement, les industriels sont encore à essayer de courir après, finalement. Il y a ça, et puis on a la problématique aussi que le boulot au quotidien, ça ne correspond pas du tout à ces sujets en général, donc il faut quand même avoir soit une équipe en interne qui se pose les questions vraiment d'innovation, comment on envisage l'avenir par rapport à tous ces sujets émergents, et qui ait une confiance dans la direction suffisante pour faire en sorte que ça puisse avoir un poids stratégique. Encore une fois, c'est pas forcément évident. En toute objectivité, c'est-à-dire c'est pas pour survendre la boîte dans laquelle je suis. Chez Inetum, je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a le patron de l'innovation qui s'appelle Jean-François Gaudy, il est directement au comité exécutif. Donc quand il parle de sujets d'IA générative ou quoi que ce soit, il a directement l'oreille de l'ensemble du comité exécutif et du PDG. Dans une boîte de 27 000 personnes, c'est pas neutre. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se dire « Ok, on fait un déploiement en interne auprès des 27 000 collaborateurs de ces sujets. » Et je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui peuvent se permettre ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas forcément justement la possibilité d'avoir une personne de l'INO qui va leur dire « Mais c'est pas... c'est pas une option, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut expérimenter, c'est maintenant qu'il faut acculturer, c'est maintenant qu'il faut se planter aussi sur certains sujets. Parce que c'est normal dans le domaine de l'innovation, parce que si on attend que tout le monde s'y mette, on va se faire complètement bouffer. Merci beaucoup.